Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Donc on fait l'IA déjà depuis très longtemps parce qu'il faut contrôler des machines complexes en boucle fermée où ça doit être automatisé. Donc on avait déjà des modèles depuis assez longtemps. Donc on fait de l'IA depuis très longtemps. Depuis une dizaine d'années, depuis 5 à 10 ans, on fait plus de machine learning ou du deep learning, et notamment du traitement d'images, du traitement de séries temporelles avancées. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Loup Loyer. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Manuel. Alors on est encore aujourd'hui au summit de la Cité de l'IA, à la Cité des échanges. Et donc je suis très heureux de t'accueillir Jean-Loup. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour nos auditeurs ? Oui, déjà merci de me recevoir dans la Cité de l'IA. C'était un bel événement aujourd'hui. Alors je suis Jean-Loup Loyer, je suis en charge de la data et de l'IA pour le groupe Eramet. Je suis ingénieur en aéronautique de formation. D'accord. Ensuite j'ai enchaîné, donc formation très quantitative à la base, avec beaucoup de physique, beaucoup de maths, beaucoup d'informatique. Ensuite j'ai fait 3 ans de conseil en stratégie pour les services du Premier ministre français. D'accord. Donc très intéressant, très enrichissant, mais je souhaitais revenir à des choses plus techniques, un petit peu plus tangibles, et puis j'adore l'industrie. Donc je suis retourné à mes études, on était en 2010, et j'ai fait un doctorat en machine learning appliqué à la maintenance prédictive des moteurs d'avion. Excellent. En partenariat avec l'entreprise Rolls-Royce britannique, donc un doctorat entre Lisbonne, où était basée mon université, Rolls-Royce, où était basé mon partenaire, et les États-Unis. Après ce doctorat, je suis rentré en France, j'ai travaillé pendant 4 ans à la recherche et innovation de L'Oréal, où j'aidais les chercheurs à mettre au point de nouveaux produits grâce à l'analyse de l'historique des formules chimiques de l'entreprise. Et j'ai beaucoup aussi travaillé sur des projets de beauty tech, donc tout ce qui est beauté personnalisée avec beaucoup d'IA, traitement d'images, réalité augmentée, etc. Et puis à 6 ans, j'ai rejoint Eramet pour développer toute la partie data et IA, en particulier sur les opérations de l'entreprise. D'accord, peut-être pour nos auditeurs préciser l'activité d'Eramet. Oui, bien sûr. Alors Eramet, c'est un groupe minier métallurgique français, mais de dimension mondiale, donc 10 000 employés, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, extraction, transformation de manganèse au Gabon, de nickel en Nouvelle-Calédonie, où on a notre filière historique, la SLN, et en Indonésie aussi, depuis peu, on opère la plus grande mine de nickel au monde. Des activités de transformation aussi de manganèse aux États-Unis, en Norvège et en France, à Dunkerque d'ailleurs, pas très loin d'ici. J'allais voir l'usine demain pour parler entre autres de sujets IA. Et puis on a ouvert une nouvelle activité aussi en Argentine de production de lithium. Donc l'ambition d'Eramet, c'est d'être un acteur majeur de la transition énergétique, en fournissant les métaux qui rentrent dans les batteries pour véhicules électriques, donc le lithium qu'on est en train de démarrer, le manganèse qu'on fait déjà, le nickel. Voilà. Peut-être le cobalt aussi. Alors pour nos auditeurs, l'activité minière peut paraître extrêmement industrielle et on se dit où est-ce qu'il y a des datas dans tout ça et où est-ce qu'il y a des cas d'usage pour l'intelligence artificielle. Alors peut-être tu peux éclairer tous ces questionnements-là. Alors, effectivement, c'est très tangible, on est dans l'industrie lourde, donc les opérations, ça fait 80 à 90% probablement des investissements, des effectifs, des projets, donc des projets très concrets. On a des usines, des mines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, absolument toute l'année, des équipements qui sont complexes, qui sont très chers. Donc on a beaucoup de maintenance prédictive par exemple, avec de l'IA, où on va relier des paramètres opérationnels de machines, d'engins miniers, avec des pannes, pour anticiper ça et gérer au mieux ensuite nos opérations de maintenance ou nos stocks. On a des sujets d'optimisation de la qualité en usine, par exemple, également, ou d'amélioration du pilotage du procédé, en récupérant, pareil, tous les paramètres opérationnels de l'usine et essayer de déterminer des points de fonctionnement optimaux sur l'usine. D'accord, aussi, j'adore ce sujet-là. En fait, c'est l'intelligence artificielle, elle aide à régler les machines de la bonne façon à un moment donné par rapport aux paramètres physiques. Exactement. On regarde un petit peu l'historique, là où on a été bon. Et on utilise ça pour dire comment on doit opérer à l'avenir
notamment quand on est confronté à des situations un petit peu exceptionnelles. On arrive parfois comme ça à déterminer des meilleurs points de fonctionnement de l'usine, un meilleur pilotage avec de l'IA. Ça reste de l'augmentation pour les métallurgistes, ça ne les remplace pas. C'est un outil supplémentaire qui leur permet de prendre des meilleures décisions. Et puis on a des sujets aussi de plus en plus sur l'environnement. Par exemple, la réhabilitation de nos mines. On a des drones qui survolent certaines de nos mines. On utilise des images faites par ces drones pour réhabiliter ensuite les mines ou s'assurer que notre impact environnemental est maîtrisé. Alors ça me plaît énormément parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage, je trouve passionnants, avec la vision par ordinateur, avec des algorithmes de machine learning. On n'a pas parlé beaucoup du LLM, pourtant dans 99% des cas d'usage en entreprise, c'est le LLM. Est-ce que vous en faites également et pour quels usages ? Alors on en fait assez peu pour l'instant. On fait beaucoup plus de machine learning ou d'IA traditionnelle. En fait, chez Eramet, on fait de l'IA depuis des décennies. Oui, bien sûr. Alors, c'était de l'IA ancienne génération, les systèmes experts. Des stats avancés aussi. Des stats avancés, bien sûr. La recherche opérationnelle sur des usines. Même de l'apprentissage par renforcement. On en fait aussi depuis quelques temps sur certains équipements. D'accord. Donc, on fait de l'IA déjà depuis très longtemps parce qu'il faut contrôler des machines complexes en boucle fermée où ça doit être automatisé. Donc, on avait déjà des modèles depuis assez longtemps. Donc, on fait de l'IA depuis très longtemps. Depuis une dizaine d'années, depuis 5 à 10 ans, on fait plus de machine learning ou du deep learning, avec notamment du traitement d'images, du traitement de séries temporelles avancées. D'accord. Les LLM arrivent. On en fait plus sur les fonctions support, sur des données textuelles. On a finalement assez peu de données textuelles sur nos opérations, sur nos usines ou sur nos mines. On a beaucoup plus sur ces domaines-là des données tabulaires classiques. Oui, du quantitatif essentiellement. Des séries temporelles, de l'image, finalement moins de texte. Donc les LLM, pour l'instant, sur les opérations, c'est encore assez limité. Mais il y a des choses, je pense, très intéressantes à faire pour aider des gens de la maintenance, aider des opérateurs à être plus pertinents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, le machine learning, la recherche opérationnelle sont vus comme des technologies plus anciennes que les LLM, et finalement, c'est aussi un domaine de moindre investissement des entreprises sur lequel il y a le plus de potentialité aujourd'hui. Ouais. Et comment se construit la vision en fait, de l'intelligence artificielle au sein du groupe Eramet, et par quels axes vous êtes piloté pour décider d'avancer sur tel ou tel cas d'usage ? Très bonne question. On part en fait déjà de la stratégie d'entreprise. Ouais. Quels sont les axes de développement de l'entreprise ? Vers quelle commodité on souhaite aller ? Vers quel marché on souhaite aller ? Est-ce que sur telle filiale, on doit plutôt travailler sur la maîtrise des coûts, sur la productivité, sur la performance ? Donc, on a la vision de l'entreprise qui se décline ensuite sur la stratégie des opérations, qui est la partie d'entreprise à laquelle moi j'appartiens. Ouais. Donc, stratégie d'entreprise, ensuite stratégie des opérations. Donc là, on a les grandes orientations opérationnelles de l'entreprise. Et nous, on essaye de trouver pour ces orientations-là des cas d'usage, data IA, qui vont soutenir cette stratégie opérationnelle. D'accord. Donc, ce qu'on fait, notre feuille de route, toutes les opportunités qu'on identifie sont en lien avec cette stratégie opérationnelle-là. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on identifie l'ensemble des opportunités. Et ensuite, quand il s'agit de prioriser les projets, on va faire une matrice gain-effort. Les gains, c'est les gains financiers ou extra-financiers. D'accord. Et les coûts, l'effort pour réaliser le projet, ça va être bien sûr les coûts à mettre, mais aussi la disponibilité des gens sur le terrain à faire le projet avec nous, et l'existence de prérequis organisationnels, d'avoir une maturité organisationnelle suffisante, informatique, d'avoir des réseaux télécoms, d'avoir des logiciels métiers qui sont déjà présents, d'avoir de la donnée sur des plateformes. Donc on croise tout ça, et c'est grâce en combinant cette vision opportunité qui vient parfois plutôt de la base et avec les priorités stratégiques de l'entreprise qu'on va effectuer cette feuille de route-là. D'accord. La question de la donnée, elle est très intéressante et je pense que ça mériterait d'être éclairé parce que quand on imagine l'extraction minière, on voit des grosses machines avec des convoyeurs et des cailloux. Ouais. On se dit finalement, c'est pas évident de mettre des capteurs ou de mettre des serveurs pour collecter de la data. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites malgré tout et comment vous le faites ? Alors, effectivement, c'est compliqué. On a souvent des équipements qui sont anciens. Ouais. Pas partout, mais dans des endroits, effectivement, on a des équipements qui sont anciens et qui ne sont pas forcément instrumentés nativement. Donc, quand ils ne sont pas, on le fait. Alors, on va mettre à jour des systèmes des convoyeurs, par exemple, avec des systèmes de capture de vibrations, ou parfois même des systèmes de vidéo pour analyser des comportements sur nos convoyeurs. On va équiper aussi nos engins miniers
donc des pelleteuses, des dumpers, de capteurs pour mesurer des forces, des vitesses, etc. Et qu'on va ensuite récupérer sur des bases de données pour faire des analyses. Donc on va procéder au cas par cas en fonction des cas d'usage qu'on doit réaliser, de la maturité et puis de l'existence déjà de données sur ces actifs-là, sur ces équipements, avant de faire un projet. Ce que je comprends, c'est que votre équipe, elle a aussi du coup un savoir-faire dans les capteurs et la captation de la data pour pouvoir faire ces cas d'usage-là. Alors, pas sur la réalisation d'instrumentation en soi. Pour ça, on a des collègues à la DSI qui le font, ou dans les équipes d'automatisme, ou même d'électricité. Par contre, on travaille avec eux on spécifie notre besoin. C'est-à-dire qu'on va dire, pour faire tel algorithme prédictif de rupture de bande d'un convoyeur, il nous faut tel ou tel type de données. Il faut une donnée de vibration à telle fréquence. Il faut une acquisition de vidéos à telle résolution avec telle fréquence. Voilà. Donc on va spécifier pour réaliser le cas d'usage IA, mais ça va être souvent d'autres équipes qui vont réaliser l'instrumentation derrière ou la captation des données ou la mise en place des données sur une plateforme. Très bien, merci pour ces premiers éléments tout à fait passionnants. Ça nous amène à la première question. Vous avez un message. Vous avez des activités absolument aux quatre coins du monde. Est-ce qu'il y a des variabilités culturelles, géographiques et climatiques, ou est-ce que c'est partout pareil dans le monde de faire des projets relatifs à l'IA ? Il y a quand même des différences. Alors c'est les intangibles, la méthodologie reste, mais on ne fait pas la même chose en Indonésie par exemple qu'en Norvège, au Gabon ou en Argentine ou aux États-Unis. Il y a comme des différences culturelles et de maturité aussi des organisations ou des écosystèmes tech. Des fournisseurs, des sous-traitants. Des fournisseurs. Par exemple, le Gabon, c'est un pays de 2 millions d'habitants et notre mine, elle est au milieu de la forêt équatoriale. D'accord. Donc, évidemment, on a moins accès à des data scientists ou à des experts de la donnée ou de l'IA que dans nos filières en Norvège, par exemple. Oui, d'accord. Pareil, si on veut instrumenter, on parlait d'instrumentation tout à l'heure, on veut instrumenter nos équipements, il va être beaucoup plus facile d'avoir des fournisseurs, ABB par exemple, ou d'autres, d'automatisme ou de capteurs en Norvège ou aux États-Unis qu'en Indonésie, où on travaille. Et puis il y a des différences culturelles, il y a l'éloignement, il y a le niveau de formation. On a des niveaux de formation aussi différents selon nos sites. Donc tout ça fait que c'est probablement plus compliqué de mener des projets d'IA et les prérequis sont moins présents sur certaines de nos filiales que dans d'autres endroits, qu'en France par exemple. Et sur le plan humain, est-ce qu'on trouve la même appétence pour la technologie ou il y a des régions qui sont plus faciles ? Finalement, non, c'est un petit peu la même chose partout. Et de manière étonnante, il n'y a pas vraiment de critères d'âge ou de formation. Alors peut-être bien sûr que des publics d'ingénieurs sont plus sensibilisés à ça que des publics d'opérateurs par exemple, c'est évident. Mais on trouve des enthousiastes, des gens qui sont innovateurs de tous les âges et à tout niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, on est très friand de ces profils-là parce que ça devient des ambassadeurs pour nous et ça devient souvent des gens avec lesquels on fait des projets. Parce que ça permet tout de suite d'aller beaucoup plus vite et ensuite d'assurer une pérennité au projet après qu'il soit réalisé. Parce qu'on a des vrais porteurs. D'accord. Et vous arrivez à déployer sur plusieurs sites très différents un même noyau technologique ou il faut tout refaire à chaque fois en fonction du site où vous allez ? Il ne faut pas tout refaire, mais malheureusement, chez Eramet, étant donné nos activités, c'est difficile de faire un copier-coller parfait d'une mine de manganèse, par exemple, à une mine de nickel. Ou d'une usine norvégienne à une usine sénégalaise sur des communautés différentes. Donc, on est obligé de refaire beaucoup de choses. Par contre, les fondations technologiques, les plateformes de données et les méthodologies de gestion de projet et voilà, l'habitude qu'on a aussi de travailler sur certaines problématiques propres à notre secteur font qu'on va quand même beaucoup plus vite, quoi. Et que quand on a fait 2-3 cas d'usage similaires sur plusieurs sites, on va quand même plus vite sur le prochain. On ne peut pas faire un copier-coller parfait. Je pense qu'on n'y arrivera probablement jamais, étant donné l'hétérogénéité des activités. Mais voilà, on est quand même plus agile et plus performant après quelques projets, quand même. Oui, je pense que c'est assez caractéristique d'une manière générale de l'intelligence artificielle et on le retrouve effectivement dans le groupe Eramet. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Est-ce que l'intelligence artificielle a apporté des gains mesurables dans les opérations chez Eramet ? Oui, alors je pense qu'il y a des gains de plusieurs natures. Il y a des gains financiers qu'on arrive à peu près à mesurer. Alors c'est loin d'être parfait, mais on avait fait à un moment l'exercice sur quelques projets et on est arrivé à la conclusion que pour 1 euro investi, on avait entre 1 euro et 2 euros de gains récurrents.
C'est-à-dire si je paye 1 euro l'année 1, je vais le récupérer en gros dans l'année ou quelques mois plus tard. Non, chaque année suivante, entre 1 euro et 2. Je récupère entre 1 et 2 euros. Alors ça variait beaucoup selon les projets. Il y a certains projets qui ne se repayaient pas clairement, d'autres qui au contraire faisaient gagner beaucoup d'argent. Donc si ça reste 10 ans, ça fait un gain entre 10 fois et 20 fois. Quoi. Voilà, exactement. D'accord. Bon, après on les compte plus, au bout de quelques années, ça devient intégré à la pratique, donc on fait même plus l'exercice, mais voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce qu'on avait fait à un moment sur quelques projets. C'est pas représentatif de l'ensemble. C'est loin d'être parfait, mais c'est les gains financiers qu'on avait pu voir sur certains projets. Ensuite, il y a plein d'autres gains qu'on a beaucoup plus de mal à mesurer. Les montées en compétences des collaborateurs, les gains d'agilité, de productivité générale qui en ressortent. L'attractivité des talents, ne pas perdre aussi des gens motivés qui ont envie de continuer à progresser, on leur donne des opportunités de progresser dans l'entreprise, la création de ponts entre différentes filières, donc entre la filière IA et les filières opérationnelles. Donc on a des géologues qui sont devenus data scientists, on aura à terme, j'espère, des experts d'IA qui deviendront experts en maintenance. Donc tout ça, ça permet d'avoir des gains qui sont moins mesurables mais qui sont très importants pour la transformation à long terme de l'entreprise. D'accord. Et ça a été difficile d'embarquer la direction générale dans cette vision, ou alors elle était partie prenante dès le début ? Alors c'est venu de la direction générale, l'arrivée de notre PDG il y a quelques années avait déclenché ça, et c'était elle qui avait voulu une transformation numérique qui contenait la partie IA et data. C'est elle qui était à l'origine de cette transformation numérique-là, entre autres transformations. Et là, depuis 2-3 ans, on est dans une phase un peu différente, où après avoir lancé dans une phase de lancement, on est maintenant dans une phase plus de maturité, dans laquelle le digital, l'IA deviennent un outil parmi la boîte à outils de beaucoup de collaborateurs de l'entreprise. Il y a encore bien sûr beaucoup à faire, beaucoup à former, beaucoup de projets à réaliser, mais ça devient maintenant un outil qui est beaucoup plus commun dans le quotidien de nos collègues que ça a été par le passé. Merci, ton témoignage il montre une nouvelle fois que la vision de l'équipe de direction est fondamentale finalement pour réussir cette transformation et finalement après d'avoir des talents qui sont capables de le réaliser. Merci à toi Jean-Loup Loyer pour ce témoignage à nouveau. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À très bientôt.